Merci à vous, professeur Gramy. Comme je vous ai dit avant, on aura maintenant un moment d'échange avec notre conférencière et la possibilité de lui poser des questions. Je vous demande de vous présenter. Les questions peuvent être posées en français, bien sûr, mais aussi en anglais et aussi en italien, mais si vous parlez en italien, doucement. Et avant de vous donner la parole, je profite de l'occasion pour remercier de sa présence parmi nous ce soir, son Excellence Moïse Sinaoui, ambassadeur de la Tunisie en Italie. Merci. Donc, maintenant, le temps de questions. Bonjour madame, je m'appelle Renata Micheli et j'enseigne l'histoire des pays islamiques à l'Université de Pise. J'ai fait beaucoup de travail sur ce qu'on appelle le féminisme islamique. J'ai travaillé avec beaucoup de gens que vous avez déjà mentionnés dans votre présentation. Et donc, vous n'avez jamais utilisé le mot féminisme islamique. Et donc, j'imagine que c'est un choisi de clair. Donc, vous pouvez discuter avec cette question des étiquettes, des normes, des labels que beaucoup de femmes vont refuser. Et la seconde question, c'est sur cette pensée féminine sur les questions de la religion en Tunisie. Qu'est-ce que ça passe en Tunisie? Quelles sont les femmes, à votre avis, qui font plus de travail sur le côté religieux? Et donc, si vous pouvez présenter la situation de la Tunisie, on connaît bien la situation du Maroc, la situation aux États-Unis, en Iran, en Tunisie, c'est un peu différent. J'ai travaillé beaucoup en Tunisie aussi, j'ai fait même des choses avec Bosch, et j'ai travaillé beaucoup même avec beaucoup de femmes du mouvement parti et Nahda. Merci. Voglio ringrazio la professoressa per motivi di velocità, parlo in italiano, ma non troppo velocemente. Sì, di leggerezza, insomma. Allora ringrazio la professoressa e volevo dire che qualcosa di profondo si sta muovendo anche nell'Islam sciita, perché prima abbiamo parlato dell'Islam sunnita, e già da alcuni anni in Iran ci sono, mi sembra, 1 o 2 donne che sono diventate Hojjatul Islam, cioè immediatamente inferiore a quello di Ayatollah. Ma tornando alla questione delle moschee occidentali, mi sembra di aver capito che l'Islam in Occidente, nell'estremo Occidente, soprattutto nell'Europa settentrionale e in America, in Canada, sta seguendo un po' quello che è già avvenuto anche molti decenni fa, un secolo fa, con l'ebraismo. Infatti si parla di ebraismo riformato, già affermato, ci sono donne rabbino numerosissime e qui vedo appunto donne imam che senza velo guidano la preghiera degli uomini, che per l'Islam ortodosso è quasi un'eresia. La questione. Sì, la questione, ecco, sono arrivato. Allora possiamo già parlare di Islam riformato o ancora è una utopia, insomma, siamo ancora lontani? Grazie. Merci pour ces questions. C'est vrai, j'ai pas voulu mentionner le label islamique féminisme, c'est exprès, parce que j'ai une position, j'en ai déjà écrit 3 articles là-dessus. Donc il y a un qui est publié en arabe, le deuxième en anglais, et le troisième en arabe aussi. Voilà, pour moi, tout d'abord, il y a une polémique sur le concept. Certaines revendiquent ce label, d'autres refusent cette posture. Donc, il n'y a pas un consensus là-dessus. Et quand on remonte à l'histoire de ce mouvement, en effet, ça n'a pas émergé dans les pays islamiques. C'est plutôt donc une initiative qui est née, comme vous le savez, dans le diaspora islamique. Donc, et j'étais invitée pour le 2e congrès en 2006 et j'étais très étonnée parce qu'en Tunisie, on ne savait pas ce mouvement
Donc, et je ne me sentais pas capable de parler d'un mouvement là où je ne me retrouve pas, c'est vrai. Mais donc, en m'invitant, on a insisté pourquoi justement mon intervention doit porter sur cette question. Pourquoi en Tunisie les femmes ne sont pas donc impressionnées par ce mouvement nouvellement créé, l'islamique féminisme. Et en 2006, donc ma réponse était la suivante, c'est parce que nous avons le code de statut personnel, nous n'avons pas senti le besoin de créer un mouvement qui se base sur les textes religieux, une nouvelle relecture des textes religieux pour nous affirmer. Pour nous, Tunisiennes, donc, on pensait que, étant Tunisienne, c'est forcément parler de cet héritage de Bourguiba, donc de notre histoire en tant que Tunisienne, libérée, etc. Donc, il y a un besoin dans d'autres villes, dans d'autres pays. Par exemple, en France, il y a tout un mouvement. Donc, ces femmes veulent s'identifier comme musulmanes féministes. Donc, c'est en quelque sorte, c'est une forme de résister devant cette dominance féministe occidentale. Donc c'est pour ça qu'il y a deux postures. Hein. Mais pour le monde arabe, donc actuellement j'ai vu, j'ai suivi durant ces années, hein, je suis toujours invitée à ces conférences de Islamic Feminism et je suis le débat, le revisiting Islamic Feminism, etc. Mais chaque fois que je parle avec les pionnières qui ont organisé ces colloques et ont écrit sur le sujet, Zibabir Hussaini, Margot Badran, Neira Tawhidi, etc., donc plusieurs femmes, c'est une stratégie pragmatique pour résoudre quelques problèmes. Donc pour moi, ce n'est pas une réforme, une vraie réforme, mais plutôt une stratégie pour contourner cette dominance masculine. Et pour moi, on n'a pas jusqu'à présent atteint cette maturité intellectuelle des femmes qui se positionnent et en tant que femmes libres, capables de produire une lecture sans s'attacher à ce label. Est-ce qu'on a besoin de ce label? Je ne pense pas. Par exemple, en Tunisie, nous avons 5 femmes qui travaillent sur les islamologues, qui travaillent sur l'interprétation des textes religieux. Et donc, on n'a jamais senti ce besoin de nous réclamer en tant que féministe islamique. Donc, le référent musulman ou féministe montre quelque part que nous avons besoin d'un attache. Hein, nous sommes là. Donc, nous avons besoin de cet héritage ou de cette identité, etc., pour se positionner. Or, c'est-à-dire, je trouve que, ayant passé des années à travailler sur la religion, la religiosité, etc., c'est légitime maintenant de produire une réflexion sur quelques questions épineuses, et c'est mon propre droit. Pourquoi dois-je me positionner en tant qu'islamique féministe? Est-ce que l'homme a besoin de se positionner comme ça? Donc il ne le fait pas. Pourquoi je le fais? Pourquoi en tant que femme j'ai besoin d'un label? Donc c'est ma position. Et je regarde ces mouvements en tant que dynamique. Moi ce qui m'intéresse c'est la dynamique, la mobilisation des femmes et pas la nomination, comment on nomme ces mouvements. Ce sont des mouvements sociaux, à mon avis, et qui méritent notre attention, notre réflexion. Il y a une certaine dynamique, il y a une diversité, parce qu'il n'y a pas un seul islamique féminisme, il y a plusieurs islamiques féministes. J'ai visité Sister in Islam en Malaisie, c'est d'autres projets, c'est une autre agenda.
Et chacun travaille selon son contexte, son environnement, d'autant plus qu'il y a aussi la question de la langue. Hein. Celles qui produisent énormément aujourd'hui, ce sont les anglo-saxonnes. Hein. Et après, ce sont les francophones. Mais au niveau arabe, il y a peu de littérature là-dessus. Il y a quand même un bout. Oui, mais pas assez. Donc, ce qui montre que, étant arabe, musulmane, blablabla, donc, on travaille en silence et on n'a pas besoin de cette couverture pour se positionner. Moi, je me dis, en tant qu'islamologue, j'ai le droit de prendre une position, de réfléchir sur quelques questions relatives à l'homosexualité, donc le mariage de la musulmane avec le non-musulman. J'ai écrit cet article depuis une dizaine d'années sans utiliser ce label islamique féminisme. Non, je défends cette ouverture, cette possibilité de creuser davantage et d'éclairer les gens. Et je le dis toujours, même à mes étudiants, je vous propose une lecture. Et c'est à vous de juger. Donc il y a toujours ce rapport d'interaction. Moi, je vous propose, et c'est à vous de choisir. Le musulman doit être libre de choisir une lecture parmi d'autres. Mais pas dire qu'il n'y a que cette lecture. Le dogmatisme, ça, il n'est plus valable pour cette ère, cette atmosphère, ce nouveau environnement. C'est vrai que en parlant de Zahra Ali, je n'ai pas mentionné son secte, elle est chiite. Mais il faut dire aussi qu'au niveau des femmes chiites, il y a un mouvement discret jusqu'à présent, parce que ces femmes n'ont pas trouvé jusqu'à présent le courage de parler à haute voix. Mais je sais, en Arabie Saoudite, j'ai été invitée 2 fois dans des cercles de femmes. Je sais qu'il y a un travail colossal qui se fait. J'ai visité le Bahreïn, le Koweït, plusieurs pays. Donc il y a des cercles qui travaillent, qui sont invisibles pour le moment, même en Algérie. Elles travaillent sur la question de l'héritage. Mais elles doivent choisir le moment opportun pour. Et c'est une stratégie. Moi, je ne dénonce pas ces femmes. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas courageuses. Mais le moment actuellement, le moment n'est pas propice pour déclarer leur position, pour parler. Mais elles travaillent en silence. Donc, dans les 2 sectes, soit sunnites ou chiites, il y a cette dynamique. En ce qui concerne la réforme, est-ce réformer l'islam ou réformer notre manière d'appréhender nos textes? C'est ça la question. Pour moi, c'est une utopie, sincèrement, réformer l'islam. Tout d'abord, quel islam? Il y a maintenant actuellement des islams, plus rien. Donc, si nous arrivons, modestement, si nous arrivons à changer notre manière d'appréhender nos textes, notre manière de réfléchir sur des questions qui nous interpellent dans notre monde, surtout notre manière de construire nos identités et comment construire une relation avec l'autre entre parenthèses, c'est-à-dire c'est ça le plus important, c'est comment redevenir humain. C'est ça la question la plus importante, à mon avis, réformer. Bon, on a depuis des décennies parlé de réformer l'islam. Et on a parlé des réformateurs de l'islam. Et ces nouveaux réformateurs de l'islam, et l'islam maintenant, on a vécu les 5 dernières années sous cet islam qui a été réapproprié par Daesh. Et donc c'est un autre islam. Donc maintenant, pour moi, c'est plutôt
comment avoir une position qui reflète notre humanité, notre spiritualité. Voilà. J'étais favorablement surprise par ce que vous avez dit, si j'ai bien compris, au sujet de la halqa à l'Arabie Saoudite, où des femmes musulmanes s'est rencontrées avec des maromites. Ah non, c'était au Liban. Ah, oui. D'accord. Non, parce que c'est déjà c'est remarquable, mais ça m'aurait très favorablement, je veux dire. Mais alors, la deuxième question, c'est si vous sentez des pressions en Tunisie, de la part des pays du Golfe, notamment, pour conditionner, influencer de façon directe ou détournée les études islamologiques à niveau universitaire. Parce que ça, c'est une question qui nous touche de près à l'Occident, où je pense que l'académie est en danger, notamment par les moyens de financement qu'idéologiquement on accepte d'où qu'ils viennent. Ouais. Merci. Je vais quand même vous raconter une petite expérience en ce qui concerne le mouvement de femmes en Arabie Saoudite. Il y a une expérience mixte en Arabie Saoudite. Hein. On fait l'interprétation des textes et on fait le chant soufi. Hein, vous savez, malgré l'interdiction du mouvement soufiste en Arabie Saoudite, mais c'est dans des cercles fermés. Et on m'avait invité à assister à cette causerie autour du texte. Et bien sûr, cette séance était fort riche, mais en même temps, c'était la première fois que j'ai senti que j'allais mourir en Arabie Saoudite ou être emprisonnée. Parce que, c'est-à-dire franchir toute la transgression des tabous, mais aussi de l'ordre, de tout le patriarcat, etc. Et à vrai dire, je n'ai pas senti cette spiritualité. Pour la bonne cause, j'étais tout le temps en train de regarder la porte. Voilà, ils vont venir, la police saoudienne, ils vont venir et je finirai dans les prisons saoudiennes. Voilà. Mais c'était une expérience. Devant moi, il y avait des hommes qui pleuraient, il y avait des femmes sans voile, qui criaient, etc. Et c'était riche. Mais je n'ai pas pu observer, en tant que chercheuse, je n'ai pas pu donner mon avis, rien du tout. J'étais tout près. Et vous savez, l'analyse donc, de la position de chaise, quand on prend la chaise qui est tout près de la porte, et j'étais tout le temps. Je me suis dit, voilà, je prends toujours le risque, mais je finirai dans... Bon, pour la deuxième question, c'est vrai. Moi, je me présente toujours en tant que scholar activiste. J'aime bien ce label. Et récemment, je suis dans la catégorie de scholar at risk. Ça me réjouit, mais je dis toujours à mes amis, ma famille, etc. Maintenant, l'histoire est derrière moi, je continue mon chemin. Mais c'est vrai, c'est pas c'est un choix qu'on fait dans la vie, mais il y a toujours un prix à payer. There is always a price to pay. Vous devez payer de votre vie, de votre sécurité, de votre vie familiale, de votre image, et ça ne s'arrête pas là. Donc, on est toujours attaqué. Donc, c'est vrai, actuellement, quand on parle librement, on déclare nos positions, donc on est heurté à un jugement de part et d'autre. Donc, ça ne me fait pas peur. Ça fait partie de la vie des activistes, en fait. Donc, c'est ça. Bon, il y a 2 ans, on m'a interviewé dans
la chaîne nationale tunisienne pendant 2 heures. Et on m'avait posé 20 questions. Et à l'époque, en 2016, il y avait une polémique autour donc, des homosexuels qui étaient agressés tout le temps, dans 15 personnes qui étaient agressées dans la rue. Et donc, la journaliste a voulu, bien sûr, clôturer cette interview en vous posant la question sur la sexualité en islam et l'homosexualité, etc. Et j'ai donné mon interprétation est claire et nette, donc il n'y a aucun jugement contre l'homosexualité en islam. Et j'ai mentionné que le prophète Mohammed n'a jamais donc, agressé un homosexuel ou un transgender. Et suite à ça, donc, 2 jours après, j'étais dans une pharmacie et j'étais attaquée par une femme. Et donc, du coup, j'étais obligée de rester à la maison sous la surveillance, la protection sécuritaire pendant 2 mois. Et donc, j'ai perdu le droit de la mobilisation. Et j'ai compris que suite à ça, donc, on ne peut pas. D'ailleurs, le dernier livre, donc j'ai fait appel à un journaliste pour terminer le travail parce que je n'ai pas pu le faire. Parce que, comme mes enfants me disent tout le temps, merci maman pour ce beau cadeau. Maintenant, on ouvre la porte et il y a des policiers. Au lieu de voir donc, un beau paysage, des fleurs, etc., maintenant on voit 2 policiers devant la maison. Merci maman pour tout ce que tu es en train de faire pour nous. Voilà. Mais il y a des hauts et des bas. Parfois, il y a une certaine reconnaissance. Dans d'autres conditions, il y a toujours ce conflit, cette polarisation, etc. On fait avec. Mais je pense que je ne regretterai jamais de rester en Tunisie. J'ai choisi, d'autres collègues ont fui, ont voulu aller ailleurs. C'est la période la plus critique de l'histoire de la Tunisie. Moi, j'ai voulu être témoin de ce moment. Des hauts et des bas, mais j'ai beaucoup appris c'est un enrichissement pour moi. Même, je le dis souvent, je dis merci, un grand merci à mes adversaires. Donc ceux qui m'humilient, ceux qui touchent à mon amour-propre, à mon intégrité, donc qui essayent de minimiser mon travail, qui font circuler des images en Photoshop, qui contrôlent ma vie privée, qui envahissent ma vie, qui m'insultent tout le temps, etc. Il y a plusieurs. Photoshop, j'ai un folder là où il y a toutes les insultes, etc. C'est un travail à faire après. Et je leur dis un grand merci parce que c'est grâce à eux que j'ai appris à résister. Parce qu'une fois, j'ai reçu une lettre. Il y avait quelqu'un qui m'a écrit une jolie lettre avec du sang en disant que faites la prière si vous êtes musulmane, donc vous allez quitter ce beau monde. Et le soir même, j'étais invitée dans un plateau de télévision et mon mari était bouleversé. Il m'a regardée, j'ai mis ma plus belle robe en rouge, over-maquillée, et je suis allée. Il y avait un collègue, un économiste, et il avait avec lui son cartable bourré de certificats, etc. Il a dit on nous insulte, on nous dénigre. Voilà, moi j'ai travaillé au Sorbonne, j'ai eu ma licence, mon doctorat, etc. Je suis un vrai analyste, économiste, etc. Voilà, mais comment ils osent dénigrer tout ce que j'avais fait pour la Tunisie, etc. Je lui dis prenez votre temps, ne vous énervez pas. Parce que moi, j'ai reçu cette lettre. Voilà. Donc, considérez que ce que vous avez reçu comme insulte, c'est rien du tout. Et alors, je suis là, je ris, je rigole, et je suis avec le public, et par la même occasion, je tiens à saluer ceux qui ont envoyé cette lettre. Merci beaucoup, je résiste, je suis là. Je vis ma vie jusqu'au dernier moment. Voilà.
Donc c'est grâce à eux, au fait, que j'ai appris à surmonter mes faiblesses. Je suis quand même un être humain, donc j'ai peur parfois, je pleure parfois, donc je sens le vide autour de moi, pas de solidarité, etc. Mais avec ça, j'ai appris, avec le temps maintenant, je n'ai plus le trac quand je reçois quelque chose ou je vois une voiture qui circule tout près de moi et qui me fait un signe comme ça. Bon, on fait avec. Voilà. Merci. Alors, vous avez parlé de mosquée libérale. J'étais pour un mois à la mosquée libérale de Berlin, un mois après l'ouverture. Au début, j'ai pensé que c'était un lieu fantastique où tout le monde pouvait parler et il y avait beaucoup de liberté de s'exprimer. L'année passée, cet été, je suis retournée là-bas et j'ai parlé une autre fois avec l'imam Seyran Eid. Et il y avait un fille avec le niqab. Elle a dit non, tu ne peux pas rentrer ici. Donc, les mosquées libérales, c'est quelque chose qui peut fonctionner ou pas, d'après vous? Parce qu'ici en Europe, on a une situation différente. Il y a des mouvements, comme par exemple ici en Italie, l'islam, qui veut que la femme choisisse si porter par exemple le niqab ou le burqa. Il n'y a pas des hommes après ce choix. Et il y a les mosquées libérales qui disent ah non, ici tu ne peux pas rentrer avec les niqab. Donc je n'arrive pas à comprendre si la mosquée libérale peut fonctionner ou pas. Pas seulement en Europe, mais surtout un jour, peut-être si on l'utopie, dans un pays arabe. Je ne pense pas. De toute façon, c'est une expérience. Et comme toute expérience, il y a donc, des probabilités de réussite, comme il y a des probabilités de failure experience. Et on apprend avec le temps, avec cette interaction avec différentes femmes qui viennent avec plusieurs discours, plusieurs façons d'être, etc. Mais je pense que il y a une réflexion au niveau de la libération de la femme, tout d'abord, et en relation avec le corps féminin. Donc, la question que se posent plusieurs féministes, est-ce que vraiment cette femme a choisi ce niqab? Parlons-en. Et là, on ne peut pas vraiment construire une relation de confiance tant qu'on n'a pas cette garantie. Est-ce qu'elle a vraiment choisi ce port de voile intégral, d'abord? Et il y a une autre réflexion qui se défend aussi, il y a la question sécuritaire aujourd'hui qui se pose. Nous avons maintenant la nouvelle stratégie de Daesh, c'est de donner aux femmes des rôles plus actifs en Europe. Donc après l'influence en Irak, en Syrie, maintenant, j'ai suivi un débat il y a quelques jours entre quelques leaders religieux, et maintenant on parle de Young Wolf Women, donc les femmes qui vont envahir certains espaces, parce que c'est beaucoup plus facile pour une femme d'intégrer la société européenne en tant que femme qui se réclame le droit de porter un niqab. Donc il y a aussi cette question de sécurité. Donc c'est très compliqué et je ne peux pas m'annoncer sur cette question, à vrai dire, parce que il faut vivre en Europe et adopter cette posture et comparer les expériences pour pouvoir dire est-ce qu'on prévoit la réussite d'un mouvement ou pas. Moi, je ne suis qu'une observatrice, une lectrice qui suit le cheminement des idées. J'ai des contacts, donc je discute avec quelques-unes, etc. Mais je ne sais pas ce qui se passe derrière, donc dans les coulisses, qu'est-ce qui se passe.
merci beaucoup pour cette conférence. Je voudrais dire quelque chose, je ne sais pas si vous pouvez répondre ou non. Qu'est-ce que vous soutient avec toute cette résistance? Qu'est-ce que vous vivez? Comment vous soutenez? Comment, je ne sais pas. Si c'est quand on est dans ces alliances de femmes, Scholar at Risk, c'est un network de solidarité. En fait, quand j'étais agressée par cette femme, les premières qui ont réagi, c'était des Iraniennes, des Palestiniennes, des Malaisiennes, des Pakistanaises, etc., avant les Tunisiennes. Donc, on a beaucoup travaillé sur ce network de solidarité féminine. Étant membre des droits de l'homme, donc comité de droits de l'homme, aussi j'ai été soutenue par mes collègues qui travaillent dans des fondations de droits de l'homme, etc. Donc il faut dire que on vit dans cette ère de global network. Donc on ne se sent pas seul. Et on échange, on prend des conseils et on échange les best practices. Donc parfois le partage des expériences. Par exemple pour les jeunes maintenant, on travaille beaucoup avec les jeunes et elles sont ambitieuses dans cette idée, bien sûr que tout est beau et on va arriver à réformer l'islam, etc., sans aucun risque. Et maintenant, on a le droit de s'exprimer librement, vive la Tunisie, etc. Et donc, il faut à un moment rationaliser les positions et leur dire, voilà, nous devons écouter celles qui ont passé par des expériences assez critiques, donc transmettre ces expériences pour leur montrer qu'il y a un chemin et c'est pas facile, donc et les prévenir aussi, c'est une prévention au niveau psychologique, etc., donc familial et tout, et dire que si j'étais pas soutenue par mon mari, mes enfants, ma famille, etc., j'aurais jamais pu continuer. Donc il y a aussi le soutien familial qui compte beaucoup. Parce que j'ai réalisé, je vous avoue, l'année dernière, j'ai réalisé que finalement, les enfants payent aussi. C'est pas moi qui a choisi donc de leur porter ce fardeau, mais finalement, l'un d'eux a été attaqué aussi, donc dans un métro. Du coup, j'ai réalisé, je me suis dit, voilà, donc il paye pour ce que ça m'a... Parce que le type qui a poignardé, il lui a dit, tu es le fils d'Amel Krami, voilà. Pourtant, il ne porte pas mon nom. C'est mon nom de famille, je le garde, c'est pas le nom de mon mari. Mais ils ont fait leur enquête et ils ont su où il reçoit ses cours privés, donc c'était un cours privé, et donc ils l'ont suivi, ils l'ont attaqué, et du coup, donc je me suis dit, voilà, l'année dernière, parce que l'un d'eux m'a dit, voilà, tu perds ton temps, maman, mais aussi, c'est notre réputation qui est en jeu, parce que l'année dernière, quelqu'un a piraté ma page et c'était ouvert au public. Il y avait plus que 10 000 personnes donc, qui suivent et donc 24 sur 24, c'était des calomnies, des expressions donc, honteuses, et le but c'était de fermer la page, c'était page auteur, donc je publiais mes écrits
Et donc il voulait silencer cette voix, voilà, qui dérange. Et du coup, donc j'ai résisté. Même un soir à 24 heures, donc il était là, il disait, voilà, le corps d'Amel Gramé est comme ça, elle a un point noir là, donc je l'ai vue, j'ai passé quelques heures avec elle, etc. Les étudiants parlent d'Amel Gramé, donc ils ont eu des relations avec elle, etc. Chaque minute, il y avait des bon, bien sûr, on expose votre corps, votre vie, etc. Mais en même temps, on porte atteinte à vous résistez, mais votre enfant, il ne peut pas. Donc, c'est un jeune homme de 18 ans. Donc, l'année dernière, il m'a fait sortir la carte rouge. Donc, il a dit, écoute, maman, c'est bien de faire l'activisme, mais actuellement, c'est notre vie qui est... donc voilà, donc on réalise au fin de compte qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit payer aussi pour un choix que nous avons fait. Voilà. C'est l'autre aspect de la recherche, du travail, de l'interprétation, etc. Il y a aussi la vie quotidienne, comment ça influence notre vie, notre regard porté sur... le monde, les relations, la vie, voilà. Merci de votre courage. Merci. Chers amis, il y a encore des questions? D'accord. Ce sera la dernière question. Merci beaucoup, Madame la professeure. Je m'appelle Caroline Weiss, je suis l'ambassadeur de Pays-Bas de Saint-Michel et ancien ambassadeur de Pays-Bas en Tunisie. À plusieurs occasions, vous avez insisté sur l'importance de la diversité de l'inclusion et vous avez expliqué que ce n'est pas uniquement une nécessité morale, mais c'est une logique historique également. Pensez-vous que cette dynamique féminine dont vous avez parlé aujourd'hui puisse également promouvoir l'inclusion de certains autres individus ou groupes qui n'ont pas toujours pu obtenir leur place justifiée dans la société, comme par exemple les homosexuels. Merci. Ça va prendre beaucoup de temps, pas pour le moment, parce que c'est beaucoup plus complexe. Il y a parmi les femmes qui travaillent justement, quand on est face à ces questions, elles reculent. Parce qu'elles ne veulent pas être associées à ces groupes, surtout les homosexuels. Hein. Donc, préserver sa position et ne pas être associé à ces mouvements de gays, etc. Ça, c'est certaines féministes ou certaines femmes qui travaillent sur donc, l'islam progressiste, etc. Donc, prennent cette décision. Elles sont conscientes qu'il y a des dangers, il y a des risques énormes, etc. Mais d'autres assument. Donc, pour moi, les droits, c'est un tout. On ne peut pas parler des droits des femmes sans parler des droits des minorités, des enfants. C'est un tout, c'est un package. On ne peut pas donc défendre quelques minorités, quelques groupes et laisser tomber les autres. Parce que, par exemple, la même chose se pose aujourd'hui pour le racisme, la question du racisme en Tunisie maintenant. Donc, certaines féministes donc, ne voient pas l'utilité de prendre en considération la lutte contre justement ce mouvement de repli identitaire. Certains négligent notre histoire, notre diversité, notre richesse en tant que pays, etc. Donc ils oublient que nous avons vécu durant des siècles. Donc il y avait des espaces de convivialité, de vie en commun, le vivre ensemble des Tunisiens. Donc
Donc on fait abstract. Et là, on a besoin d'un travail de dévoilement. Et il faut avoir cette volonté d'aller jusqu'au bout. Donc il n'y a pas de priorité, à mon avis. Moi, je ne suis pas de celles qui disent non, la priorité aujourd'hui, c'est pour les droits des femmes, par exemple, droit à l'héritage. Non, on doit travailler sur tous les sujets. Donc, l'être humain a besoin d'un message positif. Donc, que ce soit un noir, que ce soit une femme, un malade. Cette fragilité qui envahit notre monde a besoin de réconfort, a besoin d'une voix qui ose ouvrir cette branche d'espoir pour les autres. Voilà. Même s'il y a quelque part une amertume, mais il s'agit d'ouvrir un espace, de voir le soleil, la lune, voir la lumière où elle est. Voilà. Bon, d'abord, on va remercier la professeure. Merci à vous. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette conférence. Il ne nous reste que remercier vivement la professeure Amel Grami de nous avoir présenté cette réalité. Et je vous avais promis à l'introduction qu'il n'allait pas nous parler simplement d'une dynamique qu'elle connaît de l'extérieur, mais d'une dynamique à laquelle elle participe à la première personne et avec beaucoup de courage. Je remercie à vous tous de votre présence ce soir et avant de se quitter, je vous rappelle que notre prochaine conférence, vous avez ici quelques programmes si vous ne l'avez pas, donc notre prochaine conférence aura lieu exactement dans un mois, le jeudi 21 mars à 17h, et le professeur Patrick Ryan, qui enseigne à Fordham University à New York, donnera une conférence en anglais intitulée The Call to Jihad and the Lure of Prosperity, Contemporary Polarities in African Islam and Christianity. Merci et bonsoir.